Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine consacré cette semaine à l'autisme en France. L'autisme, c'est un trouble du développement du cerveau qui touche entre 300 et 600 000 Français. Il se manifeste entre autres par un retard de langage, une faible attention à l'entourage ou encore des gestes répétitifs. Nous sommes ici dans l'un des plus grands centres de recherche sur le cerveau, Neurospin, et nous irons dans un instant à l'intérieur pour tenter de mieux comprendre ce qu'est l'autisme et comment le traiter. Mais d'abord, intéressons-nous aux nombreuses difficultés rencontrées par les familles d'autistes pour que leur enfant soit pris en charge, scolarisé ou inséré professionnellement. La France est très en retard dans ce domaine et le prochain plan autisme promis par Emmanuel Macron est attendu au tournant. C'est un reportage de Sophie Guignon. Il est bientôt 9 h. Salas est autiste. Une ambulance vient le déposer à la porte de son école. Dès son arrivée, le jeune garçon de 9 ans est pris en charge par une psychologue. La séance commence par des jeux, puis vient l'heure des exercices. Au programme, articulation et écriture. Maintenant, on commence avec les points et après on va faire des traits et après on va passer aux lettres. Super, ça c'est très bien. Le tout ponctué d'encouragement et de récompenses pour motiver le jeune garçon. Ayona Tetkou suit Salas depuis 4 mois. Lorsqu'il arrive que l'enfant s'emporte, en quelques secondes, elle arrive à le calmer. Sa référence, l'ABA en anglais, ou analyse appliquée du comportement. Son ambition est claire, permettre à Salas d'être autonome et de s'intégrer dans la société. Fais bisous. Encore. Ouais. En France, seuls 20% des enfants autistes sont scolarisés, contre la quasi-totalité en Italie. Face à ce constat, l'association Vaincre l'autisme a créé son propre établissement. L'école est aujourd'hui financée par l'État à titre expérimental. Le soir venu, nous retrouvons Salas et sa famille. Entre les difficultés d'accès à l'école maternelle, les lenteurs administratives et un accompagnement qu'ils jugent non adapté, le couple estime avoir souffert de l'utilisation inappropriée de la psychanalyse. Est-ce que les parents, tout va bien? Est-ce qu'on n'était pas des enfants battus? Est-ce qu'on n'était pas dans des familles à problème? Après, on se sentait à quelque part... Ils ne nous accusent pas, oui, mais on doutait de nous. Est-ce qu'on était des parents... Au moins, ils sont arrivés à nous faire douter quand même. Non, on a douté de... À se culpabiliser. Peut-être qu'on a fait quelque chose sans le savoir. Cela fait 2 ans que Salas est scolarisé grâce à l'association. Pour ses parents, les méthodes comportementales lui ont permis de faire de gros progrès. Je t'aime. Je t'aime. Dominique Deyon est pédopsychiatre. Elle dirige l'unité de soins précoces de cet hôpital de jour. Pour elle, la psychanalyse peut permettre de différencier l'autisme d'autres troubles. Mais elle ne remplace pas le travail d'une équipe pluridisciplinaire. Qu'on s'intéresse à l'histoire personnelle des parents, avec un enfant qui a des signes ou des risques d'évolution autistique comme à tout à fait un autre, oui. Une des raisons peut-être supplémentaires avec les tout-petits, c'est qu'on peut avoir des signes qui évoquent l'autisme, mais qu'au fond, derrière, on aura plutôt une dépression du nouveau-né. Dans son dernier rapport sur l'autisme, la Haute Autorité estime que la psychanalyse est une pratique non consensuelle. Ici, à l'hôpital Albert Chenevier de Créteil, des scientifiques collaborent avec des psychiatres. Pour cette chercheuse, les méthodes comportementales permettent à une personne autiste sur 2 de faire des progrès. Les approches cognitivo-comportementales sont des approches qui sont basées sur des données scientifiques, sur ce que connaît du cerveau, du fonctionnement cognitif. Ce qui n'est pas le cas des approches psychanalytiques, car on a encore des concepts qui datent du 19e siècle. La France a été condamnée 2 fois par le Conseil de l'Europe pour discrimination envers les personnes autistes. Environ 400 000 autistes adultes sont exclus du marché du travail dans l'Hexagone.
Nous sommes maintenant à l'intérieur de Neurospin, l'institut de recherche spécialiste du cerveau situé en banlieue parisienne. Ici, on essaie de mieux comprendre les dysfonctionnements neurologiques grâce à un système d'imagerie dernier cri. On a rendez-vous avec un chercheur. Merci de me recevoir. Charles Laïdier, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans le centre de commande d'une des IRM de l'Institut. Ici, vous étudiez plusieurs maladies comme Parkinson, l'épilepsie ou encore Alzheimer. L'autisme est également un sujet d'étude. Qu'est-ce que vous arrivez à voir avec des machines comme celle-ci? Alors ici, vous voyez donc une IRM 3 Tesla. C'est une IRM de recherche qui permet vraiment d'étudier le cerveau de plein de façons différentes. Par exemple, on peut voir comment est-ce que le cerveau s'active en temps réel. On peut aussi voir comment est-ce que les différentes parties du cerveau sont connectées entre elles. Et on arrive vraiment à avoir un très vaste panel d'informations sur le cerveau d'une personne. Alors les images que vous obtenez, est-ce qu'elles permettent vraiment de déceler l'autisme? Alors les images qu'on obtient, ici par exemple, vous voyez des images d'IRM fonctionnelles, où vous voyez donc des différentes zones qui vont s'activer. Donc ici, les zones rouges sont les zones qui s'activent le plus. Elles permettent de trouver des différences entre les patients qui peuvent souffrir d'autisme et les témoins. Mais à ce jour, on ne peut pas faire le diagnostic pour une seule personne basé sur une seule IRM. Ce qu'on peut par contre trouver, c'est des différences à l'échelle plutôt des groupes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas diagnostiquer l'autisme grâce à l'IRM? Non, pas pour l'instant. Est-ce qu'on sait exactement d'où vient l'autisme? Alors, on ne sait pas exactement d'où vient l'autisme. Ce qu'on sait, c'est que très probablement, il n'y a pas une seule zone du cerveau qui est impliquée dans l'autisme. Et que le problème, ce serait plus la façon dont ces différentes zones seraient connectées entre elles. Et l'idée, donc, c'est qu'il y aurait des anomalies, ce qu'on appelle de connectivité cérébrale, chez les personnes qui peuvent souffrir d'autisme. C'est génétique, neurologique? On dit que c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a une influence qui est certainement génétique, il peut aussi y avoir une influence environnementale. Et pour l'instant, on ne connaît pas, à part dans de très rares cas, notamment de mutations génétiques dont on sait qu'elles vont entraîner de l'autisme à coup sûr, on ne connaît pas l'étiologie, la cause de la plupart des personnes qui peuvent souffrir d'autisme. On a l'impression que la médecine tâtonne pour trouver un traitement adéquat à l'autisme. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement sûr, efficace à 100%? Non, pour l'instant, il n'y a pas de traitement efficace sûr à 100%. Je dirais d'ailleurs que c'est des difficultés qui ne sont pas propres à l'autisme. Quand on prend d'autres maladies, comme la maladie d'Alzheimer, il y a encore beaucoup de maladies du cerveau pour lesquelles on n'a pas de traitement. Aussi parce que le cerveau, c'est un organe qui est extrêmement compliqué à comprendre, qui est très complexe. Et donc, c'est très dur de trouver des solutions qui soient efficaces. Donc en un mot, aujourd'hui, on ne peut pas soigner l'autisme. Est-ce qu'on pourra le faire un jour? J'espère. En tout cas, ce qu'on fait et ce qu'on sait faire maintenant, c'est qu'on a quand même, je dirais, des pistes d'intervention qui peuvent aider les patients qui souffrent d'autisme à, disons, vivre une vie qui soit la plus normale possible, ou en tout cas avoir moins de difficultés quand ils sont gênés. En attendant de pouvoir soigner l'autisme, il faut donc apprendre à vivre avec ce handicap. Un combat de tous les instants. Voici le portrait de deux hommes autistes. Ils ont été filmés il y a 4 ans dans un centre à Tarbes. Que sont-ils devenus depuis? Vous allez voir que si le trouble est toujours là, les comportements, eux, ont évolué. Ça n'a l'air de rien, mais conduire exige de Jonas des efforts prodigieux, car le jeune homme est autiste. À 29 ans, il possède sa voiture, vit dans un appartement et ce matin, il part travailler. C'est surprenant de voir un jeune autiste qui conduit. On m'a dit que c'est extrêmement rare, mais qui tente rien n'a rien. Bonjour, bienvenue chez moi. Nous avions rencontré Jonas il y a 4 ans. Il vivait seul à Tarbes, dans un studio, un programme innovant, encadré par des éducateurs. Ça me fait tout bizarre de quitter papa-maman, voilà. C'était facile de les quitter? Bon, facile, pas les premières nuits, mais là, maintenant, on s'habitue. À l'époque, Laurent, son voisin de palier, encore une chose que j'oublie, autiste lui aussi, encore le portefeuille. Se laisser envahir par ses troubles. Tous deux travaillaient dans un atelier spécialisé pour les handicapés, dans l'électronique. 4 ans plus tard, le quotidien de Jonas a bien changé.
Là où je travaillais avant, c'était des fers à souder, des circuits électroniques. Et là, c'est les casseroles, les marmites et les poêles. La cuisine, c'est un art, tout simplement. Et cela fait 1 an et demi que Jonas exerce son art en préparant les repas du restaurant du centre pour handicapés. Service, s'il vous plaît! Sinon, là, c'est ouvert. 4 ans plus tard, Laurent, lui, a parfois besoin de soutien. Ah oui, dans une poche, j'ai bien plié ma liste. Bien plié, bon. Faire ses courses reste encore difficile. Le moindre imprévu peut lui procurer des crises d'angoisse. Et si je ne trouve pas, je prends mon temps, moi, d'observer chaque produit, dans les rayons aussi. Bon. Il est en bonne progression, mais ça reste compliqué. Le rapport aux autres et la gestion de l'imprévu. Une marque peut-être qu'il souhaite avoir et qu'il n'a pas. Enfin voilà, tout est compliqué. Au revoir et bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Oh, je n'ai pas gardé mon naturel pour sourire. C'est bon, ça va très bien. Laurent, comme Jonas, vit toujours seul dans son appartement. Il a appris à faire le ménage, J'aurais voulu la cuisine, les clés, c'est très important. à gérer son budget, même si ses parents ne sont jamais très loin. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Ça va? Oui. Oui, ça va très bien, merci. Dans l'immeuble voisin, Jonas, lui, collectionne les récompenses des sports dans lesquels il excelle. Escalade, vélo, ski, l'autisme pour lui n'est pas un handicap. Moi, franchement, les sorties, le travail, les loisirs et tout ça, ça me permet d'oublier l'autisme. Ça vous embête qu'on vous le rappelle? Pas du tout, pas du tout. Je sais que je suis autiste et j'assume. L'une des grandes difficultés de ces jeunes, c'est de lier des amitiés. Bon, on va parler de quoi aujourd'hui? Alors, ils organisent des sorties et s'entraînent pour parler des sujets du quotidien. Avec cet espoir secret qu'un jour peut-être, ils pourront vivre heureux avec les autres, à défaut de vivre comme eux. C'est la fin de cette émission consacrée à l'autisme. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes qui ont participé à sa réalisation. À très bientôt sur France 24. Reporter, présenté par Antoine Cormery. En Afrique de l'Ouest, le sable blanc des plages de la Sierra Leone ne suffit pas à dépeindre une image de carte postale. Une décennie de guerre civile, puis la récente épidémie d'Ebola, ont fait fuir les touristes. Pour relancer l'économie locale, la Sierra Leone mise sur les concours de beauté internationaux pour trouver la perle rare, à l'instar d'Awa, ancienne candidate Miss Univers, qui incarne les espoirs d'avenir de son pays. En plus de sa beauté, elle doit véhiculer une apparence moderne et positive de la Sierra Leone, afin de redorer le blason d'un pays meurtri. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.